Et salut à tous les gars, bienvenue sur la chaîne Golden Fighter. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau format intitulé Fight News, format dans lequel on va analyser et décrypter les news un peu chaudes qui se passent dans la sphère MMA. Et donc du coup, j'ai pensé que le premier épisode se devait de commencer par un sujet qui était très chaud ces derniers temps, c'est-à-dire la séparation entre l'UFC et l'USADA. Donc du coup, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est l'USADA? L'USADA, c'est la United States Anti-Doping Agency, donc l'agence antidopage des États-Unis, qui était le corps gouvernant en fait, qui se chargeait d'effectuer les tests antidopage pour les athlètes signés à l'UFC. Donc du coup, ce partenariat entre l'UFC et l'USADA, il avait eu lieu il y a un bon moment maintenant, quand Dana White et ses partenaires qui dirigent l'UFC avaient décidé de rendre le sport un peu plus clean et donc du coup de procéder à des tests antidopage un peu plus poussés. Ils avaient choisi de faire appel à l'USADA, l'USADA qui est une très grosse organisation, un très gros corps gouvernant qui s'occupe en général de tous les athlètes qui sont sur le territoire américain, que ce soit dans les sports comme la natation, les sports olympiques comme la lutte, la boxe, le judo, mais également des sports un peu moins connus du grand public, et à cette époque, le MMA en faisait partie. Et c'est vrai que pendant un certain temps, pendant même très longtemps, le MMA avait un peu cette réputation de sport un peu de racaille, qui était organisé dans des cages, et on voyait ça un peu comme un sport de dopé, parce que c'est vrai qu'on avait des physiques comme celui de Brock Lesnar ou encore celui de Vitor Belfort, des physiques très gros, très imposants, très impressionnants, comme encore une fois celui de Alistair Overeem par exemple, qui me vient en tête. Et du coup, le sport avait la réputation d'être un sport pas clean, et donc du coup, ça nuisait énormément à l'image du sport, et ça empêchait en gros l'UFC de croître comme elle le devait et de devenir vraiment une compagnie, la compagnie qui a rapporté des milliards aujourd'hui à Dana White. Donc du coup, ce partenariat avait été réalisé entre l'USADA et l'UFC pour faire en sorte que le sport devienne plus clean, qu'il soit mieux réglementé et donc du coup qu'il puisse être reconnu déjà dans d'autres États autres que l'État du Nevada, donc Las Vegas et les autres États comme la Californie et les États qui gravitaient autour, mais également qui puisse être reconnu de manière un peu plus mainstream et qui puisse être diffusé sur des grosses plateformes comme ESPN, ESPN+, et qui soit reconnu mondialement. Et donc du coup, après ce partenariat avec l'USADA, on a eu un gros désengorgeage en fait en termes de roster. C'est-à-dire que beaucoup d'athlètes testés par l'USADA ont été testés positifs à de nombreuses substances prohibées par ce corps gouvernant. Des substances comme la testostérone, comme le clenbutérol, des substances du coup, des performance enhancing drugs, comme appellent ça les Américains. Donc du coup, des substances qui aident à la performance. Et donc du coup, beaucoup d'athlètes avaient été suspendus par l'UFC dû au fait qu'ils prenaient ce genre de substances. On se rappelle des suspensions de John Jones, Chael Sonnen, Wanderlei Silva, Vitor Belfort, et j'en passe. Mais donc du coup, ce partenariat entre l'UFC et l'USADA avait été vu comme un réel succès. En fait, l'USADA avait réellement aidé l'UFC à devenir plus clean et à devenir du coup plus mainstream et à faire en sorte que le sport croît et que surtout l'UFC grandisse et devienne aujourd'hui une compagnie qui vaut un peu plus de 4 milliards de dollars. Mais récemment, du coup, on a une espèce de séparation qui se dessine entre l'UFC et l'USADA. Donc du coup, même pas qui se dessine, mais qui est claire. Dana White a envoyé son équipe légale, c'est-à-dire son avocat Hunter Campbell, et également le directeur de tout ce qui est attrait à la question du dopage au sein de l'UFC, c'est-à-dire Jeff Nowitzki, pour annoncer lors d'une conférence de presse que le partenariat entre l'UFC et l'USADA se terminerait en janvier 2024 et que l'UFC ne souhaitait pas renouveler ce partenariat. Et donc du coup, beaucoup de fans ont pensé que ça y est, c'était le retour à l'UFC de l'époque où on voyait Brock Lesnar chargé comme une mule, John Jones qui prenait du clen, qui était testé pour des picogrammes, et j'en passe. Mais Hunter Campbell, lors de la conférence de presse,
a rassuré le public et a dit que ce n'est pas pour autant que les contrôles antidopage allaient s'arrêter, que les contrôles avec l'USADA se termineraient comme prévu en janvier 2024 et qu'à partir de janvier 2024, l'UFC allait se diriger vers d'autres corps gouvernants qui réalisaient le même type de tests que l'USADA, c'est-à-dire des tests complètement random en fait, des tests où les athlètes ne sont pas prévenus à l'avance, où ils sont testés du coup de manière random, que ce soit lorsqu'ils sont chez eux, lorsqu'ils sont à la salle de sport. Ça peut même être des fois quand ils sont en train de faire leurs courses, et on a eu des anecdotes plus que rocambolesques là-dessus. Mais donc du coup que l'UFC allait se diriger vers d'autres partenaires parce que l'USADA avait eu un business move très 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 peu plaisant aux oreilles et aux yeux de Dana White, de Hunter Campbell et également de Jeff Nowitzki. Donc d'où part cette histoire? On peut se le demander. Eh bien la réponse est que ça a l'air de partir du cas Conor McGregor. Alors comme vous le savez tous, Conor McGregor, suite à son 3e combat face à Dustin Poirier, s'est horriblement blessé la jambe. Il a eu le tibia, il me semble, complètement rompu, il a eu des problèmes au niveau des ligaments, et tutti quanti, et donc du coup, il a dû subir une très lourde opération, comme a pu la subir à l'époque Anderson Silva, et également plus récemment Chris Weidman, pour faire en sorte que sa jambe se remette. Cependant, contrairement à Anderson Silva ou encore Chris Weidman, on a remarqué qu'il y avait une réelle transformation physique de Conor McGregor suite à cette blessure. Il a pris beaucoup de poids et il n'est pas devenu gros, quoi. C'est vraiment devenu un gars plutôt musclé. Il disait sur les réseaux sociaux qu'il était à 84 kilos, il avait l'air énorme, il avait pris en galbe, il avait pris en muscle, et donc du coup les gens ont commencé à se poser la question de « Mais attends, le mec est censé être complètement finito, avec une jambe cassée, et là on le voit, il a une shape qui ferait envier certains middleweight. » Et donc du coup, de nombreux experts en pharmacologie, que ce soit sur YouTube ou en règle générale, avaient émis la théorie que pour mieux se remettre de sa blessure, Conor McGregor avait usé de produits dopants type stéroïdes, et là plus particulièrement dans le cas de Conor McGregor, des produits type hormones de croissance pour faire en sorte que sa blessure se remette plus vite, se remette mieux, que sa jambe revienne plus forte, et que donc du coup, ça lui permette de revenir en forme à l'UFC et de pouvoir recombattre dans les meilleures conditions. Et la chose qui nous a réellement mis la puce à l'oreille, c'est que après cette blessure et pendant ce processus de remise en forme, Conor McGregor s'était sorti du pôle de testing USADA, c'est-à-dire que il avait pris son profil et il avait sorti du pôle de l'USADA. Donc du coup, l'USADA ne venait plus le tester de manière totalement random. C'est-à-dire qu'il n'avait plus aucun test et il pouvait user de produits dopants stéroïdes sans que ce soit su par l'UFC ou par l'USADA. Évidemment, le fait que c'est Conor McGregor, ça a un peu plus invité l'UFC, on va dire, malgré que ça se voyait gros comme une maison, à fermer les yeux sur ça parce que bon, ça reste leur plus grande star et donc du coup, s'ils peuvent le protéger un peu plus, ils vont pas s'en priver. Mais de nombreux athlètes ont crié au scandale et ont dit que c'était pas juste et que ça montrait bien que l'USADA n'était pas un système sans faille. Parce que si lui était capable de juste dire « je prends ma retraite, je me sors du pôle de testing USADA, prends des stéroïdes et après reviens », ça veut dire que n'importe quel athlète est capable de le faire. Et donc du coup, je pense que ça, premièrement, c'est un premier argument qui nous montre que bien que le partenariat entre l'UFC et l'USADA ait été très fructueux, l'USADA n'était pas un système sans faille, en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'USADA existait que les athlètes n'étaient plus capables de, entre guillemets, tricher et prendre des stéroïdes. Deuxième argument qui nous montre que l'USADA n'est pas un système sans faille, c'est que, certes, le boulot de l'USADA, c'est de rendre le sport plus clean, pour le bien-être et pour la santé des athlètes. Mais du coup, le bien-être et la santé des athlètes, ça doit être des choses que ce corps gouvernant doit garder en tête et doit faire en sorte que les athlètes puissent s'entraîner dans les meilleures conditions possibles et la meilleure récupération possible et soit dans les meilleures conditions possibles pour réaliser leur camp d'entraînement et leur combat.
Cependant, bien des fois, on a eu des athlètes qui se sont vraiment plaints des manières de faire de l'USADA. On a eu par exemple le cas de Paulo Costa, récemment, lors de la préparation de son combat contre Luke Rockhold, qui avait vraiment eu des arguments contre l'USADA qui étaient un peu affolants aux oreilles de Dana White, de Hunter Campbell et de Jeff Nowitzki. Il faut savoir pour la petite histoire que Paulo Costa avait été énormément testé durant la période de son camp d'entraînement pour le combat face à Luke Rockhold. Il avait été testé parfois 2 fois, même 3 fois par semaine, ce qui n'est pas normal. Et il avait également été testé lors de sa perte de poids, mais là on ne parle pas de perte de poids en termes de diète, on parle de perte de poids hydrique, c'est-à-dire pendant son cutting. Il faut savoir que pendant les cuttings, les athlètes sont extrêmement sensibles et ne sont pas dans des bonnes conditions pour qu'on leur injecte une seringue, qu'on leur prélève du sang, qu'on leur prélève quoi que ce soit. Et l'USADA était venu à sa porte pour le tester afin de prélever du sang et de l'urine, alors que Paulo Costa était en plein processus de cutting. Donc déjà, ça la fout mal pour l'USADA. Deuxième instance, là où on voit que l'USADA n'est pas vraiment un système sans faille, c'est qu'il y a des athlètes qui sont aussi beaucoup plus testés que d'autres. Jorge Masvidal, pendant son intervention chez Joe Rogan, au sein du podcast de Joe Rogan Experience, l'avait expliqué qu'en une année, il avait été testé environ 20 fois, là où certains athlètes n'ont que 20 tests à leur actif à l'UFC et sont à l'UFC depuis 3, 4, 5 ans. Donc du coup, vous voyez bien qu'il y a une réelle disparité en termes de testing. Il y a des athlètes qui sont beaucoup plus testés que d'autres. Certes, c'est parce que c'est des athlètes qui viennent d'ailleurs, comme par exemple Jiri Prohaska qui avait été testé environ 64 fois ou un chiffre comme ça, parce que lui venait d'une organisation qui était, il me semble, le Dream au Japon, et le Dream au Japon ne testait pas pour des stéroïdes. Donc du coup, ils avaient besoin de réaliser son profil pour voir ce qu'il y avait un peu dans son corps. Certes, mais vous voyez bien qu'il y a une réelle disparité entre les athlètes, et donc du coup, les athlètes se plaignent d'un manque d'égalité en termes de testing. Troisièmement, le système par lequel l'USADA fonctionne, c'est un système où les athlètes sont censés mettre sur une application où est-ce qu'ils se trouvent, pourquoi ils se trouvent là-bas, à quel moment, à quel endroit. Sauf que ce système est également rempli de failles. Il faut comprendre que l'USADA, donc du coup dans USADA il y a US, United States. L'USADA est un corps gouvernant qui teste uniquement aux États-Unis et en général dans les eaux internationales. Par exemple, lorsque vous voyez l'USADA aller tester Conor McGregor lorsqu'il est sur son yacht, il y a de grandes chances que c'est parce qu'il se trouve sur un territoire international ou alors que les États-Unis ont des accords avec le pays dans lequel Conor se trouve. Et donc du coup, l'USADA peut naturellement aller tester Conor McGregor. Sauf que ce n'est pas le cas pour tous les pays. Par exemple, on sait très bien que les athlètes brésiliens ou daguestanais sont beaucoup moins testés que les athlètes américains. C'est quelque part logique parce que les athlètes américains sont sur le territoire américain et c'est beaucoup plus facile de les tester. Cependant, c'est encore une preuve de réelle disparité et donc du coup ça montre que bien que l'USADA ait fait beaucoup pour le sport et pour l'UFC, ce n'était pas un système sans faille. Du coup, on peut se demander, la deuxième question suivante, c'est quelle est la suite du coup pour l'UFC ? L'UFC, lors de la conférence de presse réalisée par Hunter Campbell et Jeff Nowitzki, avait annoncé qu'ils allaient partir dans une autre direction, vers d'autres partenaires qui, eux aussi, réalisaient des tests dans des grandes ligues comme la NFL, comme les ligues de course de chevaux, etc., etc. Donc du coup, certes, les tests anti-dopage ne s'arrêtent pas et donc du coup, ça prouve que l'UFC fait vraiment un réel effort pour faire en sorte que le sport soit le plus clean possible. Cependant, on sait bien que c'est ce que l'UFC essaie de nous faire croire, que l'USADA, c'était quand même le plus haut des standards en termes de tests antidopage. Donc on peut se demander si, en changeant de partenaire, est-ce que on va pas avoir des tests un petit peu plus relâchés, un peu plus laxistes, et donc du coup, est-ce que ça va pas être
la foire aux bestiaux une nouvelle fois, où on va se retrouver avec des athlètes qui font des transformations physiques qui n'ont aucun sens, et où on va redevenir du coup un sport pas pris au sérieux parce que rempli de gars chargés comme des mules. C'est vrai qu'on peut se poser cette question aussi. Et la troisième question, pour finir ce podcast que j'aimerais poser, c'est est-ce qu'un jour le sport sera totalement clean? Eh bien malheureusement, je pense que non, en fait, parce que c'est vrai qu'on voit tout à travers le spectre UFC, parce que c'est la plus grosse compagnie, et donc du coup, c'est vrai qu'on regarde un peu tout ce que eux font, mais il faut savoir que l'UFC, c'est la seule compagnie qui réalise des tests antidopage de manière random et qui essaye de faire en sorte que son roster soit le plus clean possible. Parce que au Bellator, par exemple, il n'y a pas de test antidopage random. Il y a juste le fameux test qui a lieu après la pesée, sauf que ce test-là, ben, il est un peu inutile parce que si les athlètes sont prévenus à l'avance de quand est-ce qu'ils vont être testés, ils peuvent organiser, s'ils veulent tricher, leur protocole de stéroïdes en fonction de cette date. Ils vont commencer à prendre des produits à telle date, en sachant très bien que ce produit va rester dans leur corps pendant telle période de temps, et donc du coup ils ne peuvent pas être testés là. Mais s'ils savent qu'ils vont être testés qu'une fois, ils peuvent prendre tous les produits qu'ils veulent, il suffit juste qu'ils soient clean en fait avant le test qui a lieu à la pesée. Le One Championship non plus ne réalise pas ce genre de test antidopage de manière random. Et le PFL non plus, il me semble. Donc du coup, un sport totalement clean, non. Parce que l'UFC n'est pas la seule ligue de MMA qui existe. Le PFL existe, le Bellator existe, le One Championship existe. Mais avec les démarches réalisées par l'UFC, c'est vrai que ça peut pousser les autres ligues à réaliser les mêmes démarches et donc faire en sorte que le sport devienne de plus en plus clean. Mais malheureusement, je ne pense pas que ce sera pour demain. Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. J'espère que en tout cas ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. C'est très important pour moi d'avoir votre retour sur ce nouveau concept. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et de me dire quel sujet vous aimeriez que je traite dans le prochain Fight News. Je vous l'annonce, le sujet du prochain Fight News, ce sera la grosse affaire Fernand Lopez. Je sais que j'ai un petit peu de retard pour en parler là-dessus, mais j'avais envie de faire les choses bien, donc du coup, on va en parler en détail dans le prochain Fight News qui sortira, j'espère, normalement mercredi. D'ici là, moi, j'ai été Golden Fighter et je vous dis ciao pour la prochaine vidéo.